Alors, on profite d'être avec Éric Jambon. Je peux le dire, hein, tu es là à Tu Lyon, peux. internaute. Et dans la salle Faucon du Clou, à côté du tramway que vous allez entendre, vous ne manquerez pas d'entendre. Et on va parler de la décomposition polaire. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vais faire un tout petit résumé du théorème. Et ensuite, on va passer directement aux applications de la décomposition polaire. Donc, décomposition polaire. Et cette décomposition polaire, qu'est-ce que c'est? C'est un théorème qui dit que si on est dans GLN de R, donc on a A qui est dans GLN de R, alors A s'écrit comme produit de OS, avec O dans le groupe orthogonal, c'est-à-dire que O transposé fois O égale identité, d'accord? S appartient à Sm++, c'est-à-dire que Sx est une forme quadratique symétrique, c'est un produit scalaire, défini positive. Ou alors, pour certains, S est une matrice symétrique et ses valeurs propres sont toutes strictement positives. Voilà. Donc, on a unicité de la décomposition. Donc, O est unique. Donc, il faut bien comprendre que c'est une vraie décomposition au sens qu'on l'entend à l'agrégation. Hein. Ce qu'on appelle une décomposition de matrice, c'est pas A égale P, D, P-1, comme la diagonalisabilité, c'est quand on a une unicité. Et unicité de la décomposition, et en plus, on a des petites choses quand même assez sympathiques, c'est que S carré est égal à A transposé A, ça c'est important, et que mieux, S est aussi, enfin mieux, c'est bien aussi de le savoir, est un polynôme en A transposé A. En fait, c'est ce polynôme, cette polynomialité qui nous permet, entre autres, dans la preuve qu'on donne dans Nouvelles histoires hédonistes de complété de géométrie, qui nous permet d'avoir l'unicité. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut bien se rappeler, parce que c'est utile quand on utilise la décomposition polaire, le théorème de décomposition polaire. Voilà. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, la vidéo 1, sur la décomposition polaire avec les différentes décompositions polaires de groupes, GLN de R, GLN de C, ON de C, etc., etc. Comment on fait pour adapter la décomposition polaire à un sous-groupe de GLN donné, ça c'est intéressant. Une autre vidéo, la vidéo 2, où la décomposition polaire est dans tous ses états, c'est-à-dire quelle est sa version géométrique, on a vu que ça correspondait au fait qu'un ellipsoïde avait des axes orthogonaux, hein, et version géométrique aussi, et version topologique également. Donc tout ça, bah, c'est de côté, mais bon, cette vidéo elle est complètement indépendante. Là, ce qu'on va voir, c'est les applications. Alors pourquoi je veux des applications? C'est parce que la décomposition polaire, d'abord, elle est d'une part tellement importante que c'est intéressant de savoir pourquoi, et tellement mise dans des développements à l'agrégation que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on répond à un jury qui nous demande quelles en sont les applications. Et généralement, comme ça va assez vite le développement, si vous faites juste la bijection, ça dure normalement 10-11 minutes, c'est bien d'avoir quelques minutes pour parler au moins d'une application. S'il y a une seule application que vous devez connaître, d'accord, une seule application, l'application 1, c'est la suivante. Je prends la norme, c'est la norme subordonnée à la norme 2, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que cette norme-là? Je vous rappelle que la norme, ici, de x, d'un vecteur x de Rn, hein, la norme 2, bah, au carré, c'est la somme des xi carré, donc
c'est le produit, c'est la norme quadratique canonique. Voilà. Eh bien, ça, c'est le max, on va dire le sup, comme ça, on est sûr que ça existe, mais en fait, c'est un max par compacité de la sphère. Pour tous les x sur la sphère, donc les x de norme de 1, et de AX en norme 2. Alors, évidemment, ça existe par compacité de la sphère, c'est ce que je disais. Et en fait, l'application, c'est que ce truc-là, c'est exactement, alors regardez, la racine carrée du rayon spectral de A transposé A. Voilà. Ça, c'est essentiel. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que ça, c'est une norme. Donc, c'est un instrument de mesure, en quelque sorte, et un instrument qui implique, qui nous permet de comprendre la topologie. C'est une clé de la topologie de Rn. Donc, on a ici, de Rn, la topologie ici des matrices, hein, puisque ça, c'est une norme sur l'espace des matrices. Eh bien, cette norme, c'est votre unique chance par cette formule de la relier au rayon spectral, c'est-à-dire aux valeurs propres. Parce que le rayon spectral d'une matrice réelle, c'est le max, ici on peut dire le max, des modules de toutes ces valeurs propres complexes. Spec de R. Voilà. Et faire un lien entre le module, je veux dire, la norme et le module des valeurs propres, c'est quand même assez unique. Vous voyez? Parce qu'ici, c'est un monde topologique, mesure, etc. Et ici, c'est le monde de la réduction. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Bon. Alors, comment on montre ça? C'est pas dur. Vous voyez que O, quand vous avez O, Y c'est un vecteur colonne. O, c'est une matrice orthogonale. Par définition, la norme 2 de OY, O respecte la norme 2. C'est son boulot, hein, c'est de respecter la norme. Donc ici, on a ça. Ce qui va faire que la norme, par définition, la norme de A, de ici, par définition, comme on a O, S, X, on peut simplifier par O, comme on a fait ici, et on va, le sup aussi se simplifie par O, etc. Et donc ça va faire la norme 2 de SX2. Voilà. Et S, maintenant, ça veut dire qu'il faut, de S plutôt, hein, de S, et maintenant, il faut voir que S, on va regarder donc le max de SX. Il va falloir regarder cet objet, donc il est où? Ici. Donc j'ai remplacé A par S, et ici, je vais regarder SX. Alors SX, c'est quoi? C'est S, la somme des S, EI. Quand on a décomposé, donc on va mettre XI, EI, quand on a décomposé X dans la base orthonormée de S. Je sais que S est diagonalisable en base orthonormée. D'accord? Et maintenant, I allant de 1 à N. Maintenant, c'est somme de lambda I, XI, EI. Maintenant, je vais partir de X égale 1. Donc ici, parce que je suis obligé, par définition, quand je veux calculer la norme 2, pour S, je suis obligé de partir de ça. Ça veut dire que, puisque ma base, elle est orthonormée, donc ça veut dire que la somme des XI, EI carré est égale à 1. Donc ça veut dire que la somme des XI carré est égale à 1 parce que la base est orthonormée. Maintenant, je prends SX, je regarde la norme 2 de SX, et je vais la prendre au carré. De la même manière, ici, je vais avoir la somme des lambda I carré, XI carré. Maintenant, ça, c'est inférieur à
je vais mettre en facteur le max, ici, et je vais avoir inférieur à ρ de S au carré fois somme de xi carré i égale 1 à L. Et ça, c'est inférieur à, donc c'est égal à ρ de S, parce que ça vaut 1. Voilà. Maintenant, j'ai montré donc que le max, ici, que la norme de S2 était inférieure à ρ de S. Maintenant, il suffit de voir que ρ de S est atteint. Et effectivement, ρ de S est atteint si je prends le vecteur, soit EI, EJ, tel que SEJ égale lambda J, EJ, et lambda J est égal à ρ de S. Et bien, qu'est-ce qu'on a? On a que lambda J, ici, on va avoir S. Je prends X égale EJ. Évidemment, la norme de X est égale à 1, puisque EI, c'est une base orthonormée. Donc, on va avoir ici la norme de X2 est égale à 1. Et on va avoir Sx2 est égal à S de EJ2 qui est égal à lambda J fois la norme de J, donc ρ de S. Donc ça veut dire que c'est atteint, donc on avait inférieur ou égal, et c'est atteint, donc c'est terminé. Voilà. Donc on a montré cette chose. Alors pour l'instant, pas tout à fait, il y a encore ça à démontrer. On a démontré que, pour l'instant, que A, la norme de A au carré, pour cette norme subordonnée, c'est égal à la norme de S, qui est égale à ρ de S, qui est égal à ρ de S, c'est... Donc, je prends cette racine-là. Pourquoi? Parce que on voit bien que les valeurs propres, le spectre de S2, d'accord, c'est l'ensemble des lambda I au carré pour lambda I étant dans le spectre de S. D'accord? Parce que si S est égal à P, P-1, et vous avez vos lambda I ici, S2, c'est juste P, lambda 1 carré, lambda n carré, et ici vous avez P-1. D'accord? Donc vous voyez bien que là, le spectre de S carré, c'est le spectre de S, le tout carré. Donc, entre autres, le plus grand des éléments du rayon spectral, ça va être aussi le plus grand au carré. Donc ici, je prends la racine carrée. Mais S2, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est A transposé A. Voilà. Donc, on fait un lien entre la norme, une certaine norme, on sait que toutes les normes sont équivalentes, donc on peut toujours prendre cette norme-là, et le rayon spectral de A transposé A. Donc quand on connaît bien le rayon spectral de A transposé A, on a tout intérêt à regarder, à utiliser cette norme pour la topologie, ça nous donnera des informations. Voilà, donc déjà ça, c'est une première chose. Alors, on va essayer d'en donner encore d'autres applications maintenant, parce que là, les applications, elles vont s'enchaîner. D'abord, je vais dire une chose, c'est que ON, on sait que c'est un groupe, proposition, ON est un groupe compact, un sous-groupe compact de GLM de R. Bon, ça c'est bien connu, c'est un sous-groupe compact. Bon.
Eh bien, on va le montrer, hein, si on veut, c'est assez rapide. Et c'est un compact maximal. Donc tout sous-groupe. Donc si ON est inclus dans G, qui est un sous-groupe compact de GLM de R, alors G égale ON. C'est incroyable. Alors, pourquoi ON est un... Donc on va prouver ça, hein, preuve. Pourquoi ON est un groupe compact? Bah oui, parce qu'il est fermé, borné. Hein. C'est dans un espace de dimension finie, compact, c'est fermé, borné. Alors, borné, on peut le dire tout simplement que la norme, les éléments de ON, c'est des matrices, d'accord? Et c'est des matrices dont les colonnes sont de norme 2 égale à 1. Puisque c'est une base orthonormée, entre autres, elle est normée. Donc, la norme 2 est égale à 1. Donc, en particulier, tous les xi des colonnes sont de valeur absolue inférieure à 1. Sinon, la somme des carrés ne pourrait pas être égale à 1. Donc, ici, la norme infinie est inférieure à 1. Donc, c'est déjà borné. Et puis, fermé, parce que vous allez regarder de Mn de R dans Mn de R, l'application qui a M donne M transposé M. Vous arrivez à vous convaincre que cette application phi, qui est faite que de multiplication et d'addition, elle est continue, et ON de R, c'est simplement phi moins 1 de l'identité. Donc c'est l'image réciproque d'un fermé par une application continue, donc forcément c'est continu. C'est fermé. Maintenant, il faut montrer cette propriété de maximalité. C'est-à-dire que ON, d'accord, c'est non seulement compact, mais c'est un sous-groupe compact maximal. C'est important parce que la compacité, c'est ce qui généralise finalement en topologie la finitude. Beaucoup de choses qui sont vraies pour les groupes finis vont être vraies pour les groupes compacts. Beaucoup de choses. Et là, il est intéressant de voir que ON est compact, O2N est compact, ou ON 10N, des fois je l'appelle ON 10N et des fois O2N, que c'est un groupe compact, mais qu'il n'y en a plus après. Et c'est là, justement, c'est la décomposition polaire qui va nous apporter ça. Alors, on va regarder ça. La décomposition polaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit si G, on va prendre G, ce sous-groupe, hein, on va prendre petit g dans le grand G, voilà, et on va faire sa décomposition polaire, G égale OS. Alors, petit o est dans ON, S est dans Sn++. Alors attention, hein, dans la décomposition polaire, ça c'est un groupe, ça c'est un groupe, mais ça c'est pas un groupe. Sn++ n'est pas un groupe, hein. Il n'a aucune stabilité par multiplication, il a une stabilité par inversion, mais pas par multiplication. Bon, alors, regardez, vous avez quoi? Vous avez S égale O moins 1 G. Bon, ça c'est évident. Et il faut montrer, finalement quoi? Il faut montrer que S est égal à l'identité. Comme ça, on aura G qui sera dans ON, et donc on aura l'inclusion réciproque. Voilà. Comment montrer que S est égal à l'identité? Montrons que S égale l'identité. Étant donné que il suffit de montrer, dans un premier temps, que les valeurs propres, on va montrer d'abord que si lambda est dans le spectre de S, alors je vous rappelle que lambda étant dans le spectre de S étant symétrique définie positive, ça veut dire que lambda est strictement positif. Voilà. Alors allons-y. Il faut montrer que lambda, déjà dans un premier temps, est inférieur ou égal à 1.
Et on le fait par l'absurde. Alors pourquoi par l'absurde? Ben, regardez, si par l'absurde lambda strictement supérieur à 1, et ben S puissance K, son rayon spectral, ben, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, ben, c'est le rayon spectral de S à la puissance K. Mais là, ça tend vers plus l'infini. Ok? Parce que ça, c'est supérieur à 1. Donc, quand K tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Bon. Bah oui, il y a quand même un problème. Parce que S, il appartient à G, puisque O, il est dans grand O, donc il est inclus dans G. Ça, c'est dans G. G, c'est un groupe, donc le produit des deux, c'est dans G. Et ça veut dire qu'il y a... Et donc SK appartient à G. Donc on a une suite de G dont le spectre tend vers plus l'infini. Ouais, vous allez me dire pourquoi pas. Ben oui, mais là c'est embêtant. Parce que si le spectre tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'il y a une norme qui tend vers plus l'infini à cause du corollaire qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc ça veut dire que ici, ça, eh bien, on a vu pour une matrice symétrique que c'était égal à ρ de S puissance K, parce que SK est une matrice symétrique, et donc ça, c'est ρ de S puissance K, dont on a dit que ça tendait vers plus l'infini. Alors là, ça ne va plus du tout, parce qu'on a une norme qui tend vers l'infini, à l'intérieur d'un groupe qui est censé être compact, donc borné. Donc non, c'est impossible. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que toutes les valeurs propres sont inférieures ou égales à 1. Maintenant, si on prend S, si on considère S-1, bah, les valeurs propres, le spectre de S-1, c'est égal à l'ensemble des valeurs propres lambda-1, où lambda parcourt le spectre de S. Donc, sachant que S est encore symétrique défini positif, parce que S-1 est symétrique, les valeurs propres sont toutes strictement positives, parce que c'est les inverses des valeurs propres, eh bien, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire que lambda-1 est aussi inférieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire, en gros, que, conclusion, je vais conclure. Eh bien, si lambda appartient à un spectre de S, lambda est tout simplement égal à 1. Comme S est diagonalisable, on n'a même pas besoin de la base orthonormée. Comme c'est diagonalisable, avec les valeurs propres égales à 1, ça veut dire que S, c'est l'identité ici. Et donc, ça veut dire que O égale G. Donc, G égale O. Et donc, G appartient à OM. Voilà, on a montré la réciproque, le compact maximal. On a un résultat que je rajoute, mais qu'ici, moi je vais faire que des choses qui sont liées à la décomposition polaire, c'est moins lié à la décomposition polaire. On a un résultat de plus qu'il est important de mentionner, c'est que non seulement c'est un sous-groupe compact maximal, mais tout sous-groupe compact maximal est conjugué à O de n. Il existe une matrice de passage qui va envoyer tout le sous-groupe compact vers O de n, compact maximal. Voilà, donc ça c'est quelque chose, mais un petit peu plus impliqué et moins lié à l'application de la décomposition polaire. Voilà. Alors, on discute de connexité. Est-ce que la décomposition polaire est liée à la connexité? Complètement. Non seulement la connexité de certains sous-groupes de GLN de R, mais aussi au nombre de composantes connexes qu'ils peuvent avoir. Alors on va regarder ça. D'abord, prenons la première chose à voir pour comprendre la connexité, c'est le fait que Sn++ est connexe. Alors, il avait
pas besoin d'être connexe. On n'avait pas besoin des compositions polaires pour voir qu'il est connexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est convexe. Si vous avez S, une matrice symétrique, et S', une autre matrice symétrique, lambda compris entre 0 et 1, il est clair que ça, c'est encore symétrique. Mais si S est symétrique définie positive, et ça, c'est symétrique définie positive, alors, ça va rester dans Sn++. Ça reste dans Sn++. Oui, parce que, en fait, vous vérifiez que ça, comment on vérifie que c'est dans Sn++? Il faut prendre un vecteur non nul, et il faut montrer, il faut vérifier que cette expression reste strictement positive. Ben oui, parce que c'est lambda fois Sx, x, où Sx est strictement positif, plus 1 moins lambda Sx, x. Donc ça, c'est strictement positif, ça, c'est strictement positif. Donc comme lambda est compris entre 0 et 1, ici, c'est strictement positif. Donc c'est convexe, vous voyez. Si c'est convexe, ben, c'est connexe par arc. C'est quoi l'arc? Ben là, c'est le segment. Vous voyez, tous ces éléments, vous avez S et S', ben, tous ces éléments, ils seront dedans. Donc, c'est connexe par arc. D'accord? Et donc, ça, c'est connexe. Mais, il y a une autre façon de voir la connexité, c'est que l'exponentielle réalise un homéomorphisme entre Sn et Sn++. Essayez de comprendre par là que c'est juste l'exponentielle qui réalise, au départ, l'exponentielle réelle, qui réalise un homéo entre R et R plus étoile. Ça, on le sait, avec comme homéomorphisme inverse, le logarithme. Donc, ici, c'est normal que comme Sn, les éléments de Sn sont diagonalisables en base orthonormée, ben, ici, on va avoir quelque chose de diagonalisable en base orthonormée avec des éléments, des valeurs propres strictement positives, et que ce soit bijectif, et même, on imagine que c'est un homéomorphisme. Mais l'homéomorphisme, le fait que ce soit... C'est facile de montrer que c'est surjectif. Injectif, c'est un petit peu moins facile, on utilise des polynômes d'endomorphisme. Le fait que ce soit continu, l'exponentielle est continue parce que c'est défini par une série qui est normalement convergente, surtout compacte. Mais le fait que ça, ce soit un homéo, là, ça demande un petit quelque chose. Et vous voyez, encore une fois, regardez la preuve dans H2G2, vous allez voir que c'est lié à la décomposition polaire. En tout cas, c'est lié au fait que la norme 2 de S, encore une fois, c'est le rayon spectral ici de S, quand S est symétrique. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, quand vous avez en général une bijection qui est continue, et vous voulez démontrer que c'est un homéomorphisme, vous avez une petite difficulté. C'est-à-dire qu'il faut montrer que de là vers là, eh bien, vous avez quelque chose de continu. Hein, la réciproque doit être continue. Donc, ce que vous voulez, continu, ça veut dire que l'image réciproque d'un fermé est un fermé. Mais ça veut dire que si vous voulez l'image réciproque par rapport à l'inverse, c'est l'image, ici, directe. Bon, l'image d'un fermé est un fermé. Ce que vous pouvez démontrer, c'est que l'image d'un compact est un compact. Et là, le compact, vous allez le dire avec le borné ici. Et le borné, comme vous devez avoir borné votre exponentielle, vous pouvez très très bien le faire avec le rayon spectral. Parce que le spectre de l'exponentielle, c'est l'exponentielle du spectre. Donc je vous laisse regarder la preuve, mais je voulais vous montrer quand même le lien entre le fait que l'ex est un homéomorphisme et
le fait que la décomposition polaire et le rayon spectral sont derrière tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a mieux que Sn++ est connexe, c'est que Sn++, maintenant, est homéomorphe via l'exponentielle à Sn qui est un espace vectoriel sur R. Et vous savez que les matrices symétriques, c'est un espace vectoriel de dimension n, n plus 1 sur 2. Donc, en gros, moyennant le fait que la décomposition polaire est un homéomorphisme, on a que GLN de R est homéomorphe à ON, je dis ON comme ça, oui, ON, croix R, N, N plus 1 sur 2. Voilà. On a décomposé finalement, mais attention, ça, ça c'est juste un homéo, hein, ça n'a rien à voir avec les morphismes de groupe. Là, ici, on a toute une difficulté au niveau de ce qu'on appelle les lacets, les lacets à homotopie près. Donc là, on a une certaine difficulté. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est compact. Et ici, c'est non compact, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un espace vectoriel. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté. Une vraie décomposition, c'est censé vous dire, voilà les faiblesses, on a décomposé en deux, l'adversaire, et voilà ses faiblesses, et voilà ses forces. Et là, voilà ses faiblesses, et voilà ses forces. Et à chaque fois, on va attaquer ses faiblesses et ses forces. Et là, puisqu'on parle de connexité, GLN de R+, c'est-à-dire les éléments, les matrices de GLN de R de déterminants strictement positifs, ça évidemment c'est un sous-groupe, et bien ça va être SON de R, parce que ici on a des éléments de Sn++, donc le déterminant est strictement positif, donc si de deux choses l'une, soit ici vous tombez sur du déterminant positif, mais dans ce cas-là c'est 1, soit c'est du déterminant négatif, et dans ce cas-là c'est moins 1. Et donc ici, comme le déterminant est positif, c'est que c'est SON, 3 Rn, n plus 1 sur 2. Là, on sait que SON, ça c'est facile à démontrer, que SON est connexe. Et ça, évidemment, c'est connexe. Donc vous avez un produit de connexe et c'est connexe. Voilà. Donc ça, c'est quand même encore quelque chose d'assez extraordinaire. Toujours dans la connexité, la plupart, vous voyez, la plupart des sous-groupes de GLN de R que vous allez rencontrer possèdent, comme ici, vous voyez que GLN de R va posséder deux composantes connexes. D'accord ? Parce que ici, il y a deux composantes, et ici, il n'y en a qu'une. Vous avez un connexe fois deux composantes connexes. Ou en gros, si vous voulez, vous avez ON, c'est SON plus, on va dire SON union SON moins. Donc ça c'est connexe, ça c'est connexe, ça c'est vos deux composantes connexes. Donc ça c'est déterminant 1, déterminant moins 1. 3 R, N, N plus 1 sur 2. Et donc vous avez SON, 3 R, N, N plus 1 sur 2, union SON moins 3 R, N, N plus 1 sur 2. Et donc vous avez vos deux composantes connexes de GLN+. C'est-à-dire ici c'est GLN de R, pardon. Ici c'est GLN+, et ça c'est GLN-. Ça c'est un sous-groupe, attention, ça c'est pas un sous-groupe, c'est une classe par rapport à GLN. C'est le produit de GLN+, par juste un élément de déterminant moins 1. Mais maintenant, vous avez mieux, dans le genre, vous regardez ce qu'on appelle OPQ. C'est l'ensemble des matrices, alors ça c'est un groupe important, qui laisse fixe, pour la congruence, la matrice IPQ. Qu'est-ce que c'est que la matrice IPQ? C'est la matrice avec des 1, vous avez P1 et Q moins 1. Si Q égale 0,
et P égale N, vous avez que des 1. Et donc, vous retrouvez les matrices orthogonales. Mais là, c'est pour des formes quadratiques qui ne sont pas forcément définies positives. Donc là, c'est des choses qui respectent, c'est des matrices, ou si vous voulez, c'est des endomorphismes, qui respectent des formes quadratiques qui ne sont pas forcément des produits scalaires. On généralise la chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez, entre autres, pour P égale 3 et Q égale 1, le fameux groupe de Lorentz, hein, qui laisse fixe dans la théorie de la relativité, c'est un truc important, parce que ça laisse fixe la forme x2 plus y2 plus z2 moins t2. Ça laisse fixe cette forme-là. C'est le groupe de Lorentz. Bon, ça doit te parler. Oui. Bon, très bien. Alors, si ça te parle, eh bien, on peut avoir une décomposition polaire ici. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer que OPQ, cette fois-ci, est homéomorphe à... quand on va prendre ici la décomposition polaire d'un élément de OPQ, eh il se trouve qu'on va rester dans OPQ. Alors je vous laisse regarder encore, hein, nouvelle histoire hédoniste de groupe et de géométrie, chapitre 6, la fin du chapitre 6, hein, épître 22, voilà. Et là, on va avoir un O de n inter-OPQ, c'est pas tout à fait évident, croix Sn++ inter-OPQ. Alors, c'est pas tout à fait évident que la décomposition polaire d'un sous-groupe de GLN, quand on fait la décomposition polaire, c'est-à-dire quand on regarde sa partie O de n et sa partie Sn++, eh bien ça reste à l'intérieur. Alors, si je dois vous donner une idée de pourquoi ça reste à l'intérieur, c'est-à-dire pourquoi la décomposition polaire d'un élément de OPQ ne sort pas de OPQ, hein, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, c'est pareil pour OPQ, et c'est pareil pour pas mal de sous-groupes qu'on appelle des groupes de Lie, hein, des sous-groupes de GLN2R. En fait, l'idée, c'est de dire, je prends une matrice M là-dedans, je veux la décomposer en OS. Si j'arrive à démontrer que un des deux, donc M est dans OPQ, hein, et ça c'est un groupe, bon, c'est un stabilisateur en fait, c'est un sous-groupe. Si j'arrive à montrer que un des deux est dans le sous-groupe, alors je vais avoir que l'autre est aussi dans le sous-groupe, puisque c'est la loi des groupes. Ok. Eh bien, à chaque fois dans la décomposition polaire, et c'est pour ça que je voudrais vous passionner de la décomposition polaire, c'est que à chaque fois vous vous dites, il faut se dire par quel biais je vais attaquer. Par exemple, vous avez un problème topologique, vous allez l'attaquer par le biais de O, parce que c'est un compact. Et là, vous allez avoir des suites qui ont des valeurs d'adhérence, etc., etc. Problème de 2012, voilà, que vous connaissez tous, probablement. Ici, vous avez S. Alors là, c'est dans quel type de problème? Justement, dans les problèmes qui sont linéarisables. C'est-à-dire que l'exponentielle va vous permettre de linéariser les choses. Le problème avec S, regardez, vous avez M. Bon, c'est facile de montrer que si M est dans OPQ, alors M transposé appartient à OPQ aussi. Bon, c'est facile de voir que ça, c'est stable par transposé. Donc, M transposé M appartient à OPQ. Mais maintenant, si vous prenez la racine de M transposé M, est-ce que ça appartient à OPQ? Parce que c'est ça l'idée. C'est de prendre la racine, S c'est la racine de ça, c'est ce qu'on avait dit au tout début, S c'est la racine de ce type-là, et la racine, est-ce qu'elle appartient au PQ? Et ça, c'est là où l'exponentielle joue son rôle. C'est-à-dire qu'on va regarder, au lieu de prendre, grâce à l'exponentielle, on va se ramener à prendre la moitié. C'est ça la linéarisation. Parce que, ici, vous allez
prendre un élément, comme on est dans Sn++, ici, ça, c'est l'exponentielle d'un certain V, avec V dans Sn. Puisque on est dans Sn++. Et ce qu'il faut montrer, c'est que x V sur 2, qui va être égal justement à la racine carrée, l'exponentielle de V sur 2 qui va être égale à la racine carrée de M transposé P, eh bien, ça appartient encore à O de PQ. Voilà. Donc, ça à regarder, hein, je vous montre là où est utile la décomposition polaire, et on va obtenir ici une intersection, et ça, c'est des équations. On résout des équations ici, et on montre que ce sont des matrices de la forme O de P, O de Q, par bloc, ce qui fait que O de PQ est homéomorphe à O de P, croix O de Q, croix, et on trouve Sn++ inter O de PQ. Ça, on remarque que c'est R puissance QP via l'exponentielle, donc c'est exp d'un espace de dimension PQ, et en fait, ça fait que, on parlait de composantes connexes, lui a combien de composantes connexes? Là, il y en a 2, là, il y en a 2, et ça, c'est une exponentielle d'un espace, donc là, il y en a une. Donc, OPQ possède 4 composantes connexes, 2 fois 2 fois 1. Il y a 4 composantes connexes. C'est assez rare et c'est assez intéressant. Voilà. Là, ça nous donne une petite idée de tout ce qu'on peut faire avec la topologie et la décomposition polaire. Mais on peut faire aussi avec les formes volumes. Alors ça, c'est un truc aussi assez extraordinaire dans les applications de la décomposition polaire, et je terminerai là-dessus. On va supposer, on a une proposition, on va avoir gamma dans GLM de R, et on suppose, et on fixe K un entier entre 0 et N. Bon. On suppose que gamma respecte. Alors, je vous rappelle qu'un élément de ON, c'est quelque chose qui respecte juste les longueurs, pour la norme. Ici, on ne va pas prendre les longueurs, où les longueurs, ce serait pour K égale 1. Il respecte le volume des, on va dire, K parallélépipèdes rectangles. Alors, parallélépipèdes rectangles. Donc, ça veut dire que si vous avez E1, EK, une base, pas une base, parce que K est strictement inférieur à N, une famille orthogonale, donc ça forme un espèce de parallélépipède, un K parallélépipède rectangle, d'accord, en dimension K, qui possède un volume. Ça, c'est donc V égale le volume de ce parallélépipède rectangle. D'accord? Eh bien, V est égal au volume de l'objet que l'on peut créer avec gamma E1, gamma EK. Si vous voulez, en dimension 2, ça voudrait dire qu'on a un rectangle comme ceci. Voilà, E1, E2. On va avoir ici gamma de E1 et ici gamma de E2. Alors, comme c'est dans GLN de R, ils sont libres. On va regarder le volume
ici, le 2 volume, donc ça c'est pour k égale 2, d'accord? Et bien il faut que le volume ici soit égal au volume là. Voilà. Mais pour un k donné, donc k fixé, on fixe k. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que pour k égale n, c'est faux. Pourquoi c'est faux pour k égale n? Parce que pour k égale n, les formes qui respectent le volume, le n volume, c'est que le déterminant est égal à plus ou moins 1. Donc c'est SL, n de R, plus ou moins. C'est-à-dire, c'est un sous-groupe des matrices dont le déterminant est égal à 1 ou moins 1. Ça respecte le n volume. Et ça, c'est différent, évidemment, au n est strictement inclus là-dedans. Donc les formes les applications de GLN qui respectent le n volume, c'est ça, et ON est strictement. Donc j'ai pas terminé, j'ai pas mis ma conclusion, ma conclusion, alors, pardon, gamma appartient à ON. Voilà, je l'oublie. Alors, évidemment, c'est faux, dès que k est égal à n. Maintenant, si k est strictement plus petit que n, ça devient vrai, et ça, c'est encore la décomposition polaire. Regardez, bon, évidemment, ON respecte les volumes. Maintenant, réciproquement, si vous prenez gamma qui respecte les k volumes, dans le GLN de R, vous prenez gamma égale OS. Comme O respecte les k volumes, ça veut dire que S, qui est égal à O moins 1, rond gamma, respecte aussi les k volumes. Okay. Maintenant, S est diagonalisable en base orthonormée. Okay. Et on va avoir une base E1, EN, de diagonalisation. Mais maintenant, ça veut dire que si je prends I1, IK, fixé, entre 1 et n, j'ai que E, I1, E, IK, c'est un parallélépipède rectangle, c'est un K parallélépipède, ça va donner un K parallélépipède rectangle. Et donc il est respecté en volume par S. Son volume, c'est 1, puisque c'est une base, ici, on était parti d'une base orthonormée, donc son volume, c'est 1. Donc, quand on va faire S de EI1, S de EIK, le volume de ça va être encore égal à 1, puisque ça respecte le volume. Mais ça, comme c'est des vecteurs propres, ça va être lambda I1 fois lambda IK égale 1. Puisque le volume, c'est un déterminant, c'est une forme n linéaire, k linéaire. Donc ici, je vais me servir du fait justement que k est strictement inférieur à n. Parce que là, qu'est-ce que j'ai? Comme si je prends I et J différents, alors je vais prendre un I, lambda I1 jusqu'à lambda IK-1, le produit va être égal à 1. Ceux-là, ils sont distincts, parce que j'en ai pris K. D'accord? Avec distinct. Et lambda J, lambda I1, lambda IK-1, ça va être égal aussi à 1. D'après ça. Parce que toujours, dès que je les prends différents. Et ça, je peux le faire parce que K est strictement inférieur à N, et donc je peux prendre I différent de J là-dedans. Donc ça veut dire que lambda I est égal à lambda J, quel que soit IJ. Donc ça veut dire que lambda I exposant K, d'après ça, est égal à 1. Mais comme S est définie positive,
Ça veut dire que lambda i est strictement positif. Donc ça veut dire que lambda i est égal à 1, quel que soit i. Donc S, qui est diagonalisable en base orthonormée avec des valeurs propres égales à 1, ben c'est l'identité. Et donc ça veut dire que gamma est égal à O, et donc on a bien, c'est bien une matrice orthogonale. Voilà, et c'est terminé.